Extrait de Bakakai de Witold Gombrowicz. Aventure. En 1930, au mois de septembre, quand je voguais vers le Caire, je tombais dans la Méditerranée. Je tombais à grand fracas parce que la mer était alors tout à fait calme, sans la moindre vague. Cependant, on ne s'aperçut de ma chute qu'au dernier moment, alors que le navire s'était déjà éloigné d'1,5 kilomètre, et quand on l'eut enfin détourné et dirigé vers moi, le capitaine, fébrile, lui imposa une telle vitesse que le géant, emporté par son élan, dépassa l'endroit où j'avalais malgré moi l'eau salée. On retourna de nouveau et on visa dans ma direction, mais cette fois encore, le navire, m'ayant dépassé à la vitesse d'un train, s'arrêta beaucoup trop loin. Cette manœuvre fut répétée une dizaine de fois avec une remarquable obstination. Sur ce arriva un bateau à vapeur, un grand yacht privé, qui me prit à son bord. Le capitaine du yacht me fit attacher et jeter dans une cellule de la cale parce que, comme il changeait de souliers devant moi, j'avais trahi ma surprise à la vue de ses pieds blancs. Quoiqu'il eût le visage blanc, j'avais parié que ses pieds seraient noirs comme l'encre, alors qu'en réalité, ils étaient tout blancs. Il se prit aussitôt pour moi d'une haine sans borne, en comprenant que j'avais découvert son secret physiologique que nul dans le monde entier n'aurait pu deviner. Pendant les 8 mois qui suivirent, il jouit de son pouvoir absolu sur moi, qui était enfermé dans une cellule obscure et dont il pouvait constamment disposer à sa guise. Il avait combiné longuement la façon dont il pourrait, grâce à moi, éprouver des émotions qu'il n'aurait jamais osé affronter en personne. Un peu comme cette Anglaise qui avait mis un ver de terre dans une boîte d'allumettes et avait jeté celle-ci dans le Niagara. À l'aide d'instruments acquis à cet effet, on exécuta un travail extrêmement compliqué, à l'issue duquel je me trouvais à l'intérieur d'une boule de verre en forme d'œuf, assez grande pour que je puisse remuer bras et jambes, mais trop petite pour que je puisse changer ma position horizontale. Le verre était épais d'environ 3 cm. À un seul endroit était percée une petite ouverture pour laisser passer l'air. Prenez un œuf énorme et percez-le avec une aiguille. Voilà le genre d'œuf dans lequel je me trouvais et où j'avais autant de place qu'un embryon de poulet. On me jeta dans l'océan. Selon les recommandations reçues, je suçais chaque jour un comprimé de bouillon et buvais de l'eau filtrée, que j'absorbais par un tuyau en caoutchouc. Ainsi me fut-il donné d'assouvir la nostalgie de tous ceux qui, sans pouvoir s'y jeter, contemplent la mer du pont de vapeur haut de plusieurs étages. Et je n'ai jamais pu établir la moindre loi régulière dans mon mouvement sans fin. Jamais je n'ai été capable de deviner si l'eau allait me soulever ou m'enfoncer, ou seulement me bousculer ou me rejeter, si elle allait me tourner le visage ou les épaules vers le ciel. Et je n'ai jamais pu non plus prendre conscience de mon déplacement, tout en sachant que je me dirigeais vers l'est. Finalement, j'abandonnai. Une fois seulement, je m'aperçus qu'une poutre solitaire, qui m'avait accompagnée pendant plusieurs jours, s'éloignait lentement. J'eus alors envie de pousser des cris. Mais au lieu de crier, je me mis à chanter, parce que l'élément marin me poussait au chant. Je fus heurté par un navire français de la compagnie des chargeurs réunis, qui cassa le verre et me repêcha. Ainsi finit mon voyage, mais il avait duré plusieurs années. Je m'enfuis. De tous les endroits de la terre,
Le plus sûr me parut être l'Islande. Mais la malchance voulut que je n'ai pas la force de supporter le regard du fonctionnaire des douanes de Reykjavik. Et j'avouais. Jamais auparavant je n'avais rien passé en fraude. J'avais toujours regardé les douaniers droit dans les yeux et ouvert de moi-même mes valises. Mais cette fois-là, ma conscience chargée ne put résister à une sorte de reproche muet dans l'œil du fonctionnaire, et je reconnus ma faute. J'avouais que, bien que mon petit bagage ne contint rien de contraire au règlement, je n'étais pas tout à fait en règle, pas tout à fait innocent, puisque j'essayais de me passer moi-même en contrebande. Je me retrouvais dans une cellule sous le pont d'un bateau. Quand enfin, après avoir étouffé de longs mois en prison, je pus sentir la fraîcheur de l'air marin, je découvris que le pont arrière du bateau ployait sous le poids d'une boule d'acier. Je compris sur le champ que la boule était creuse. On m'enferma dans la boule et on vissa. Ce fut une obscurité définitive, puis un choc violent. On m'avait précipité dans la mer et je me mis à m'enfoncer. Dès que la boule se fut définitivement arrêtée, l'obscurité, qui était déjà à son maximum, comme je l'ai indiqué, augmenta encore au point que je dus me cacher le visage dans les mains, et cela fait, je ne pus les en détacher, comme si elles y étaient collées. Je suis incapable de dire combien le moi devient effrayant quand on le transfère dans un domaine qui lui est étranger, ou combien inhumain devient un homme utilisé comme sonde, et combien cette inhumanité dépasse tous les autres mots concevables. Je veux plutôt décrire la manière dont malgré tout je suis sortie de ce piège. Je m'étais mis soudain, n'en pouvant plus, à m'élancer, à m'agiter, à sauter, et à me jeter de toutes les forces contre les parois. Cette vaine folie provoqua une sorte de mouvement, de frottement au dehors. Je ne sais pas si la chaîne se rompit. Toujours est-il que ce fut tout à coup la libération, le salut, l'allègement. La boule remonta à une vitesse croissante et quelques minutes après, poussé par une pression énorme, je jaillis dans l'espace, projeté comme un bouchon à plus d'1 kilomètre de hauteur. Bientôt, je fus délivré par l'équipage d'un bateau de commerce. Rentré chez moi à la campagne, je me reposais, je chassais un peu, je jouais au bridge, je fis des visites aux voisins, et chez certains de ces voisins se trouvait une jeune personne que j'aurais bien aimé vêtir d'un voile blanc. Je méditais pour me divertir la construction d'un ballon montgolfière. Bientôt, mon ballon fut prêt. Une légère brise l'emporta au-dessus des champs en direction des voisins qui me tenaient à cœur. Je traversai un bois, une rivière, puis un village, où la population ravie me salua par des cris, et je survolais à 50 mètres de hauteur la cour bien connue, le perron qui m'était cher. À côté de lui, la maison ressemblait à un jouet. Quel étonnement ce fut! Que de rires, d'éloges, de compliments pour moi et mon ballon. On n'avait jamais rien vu de semblable. On interrompit le goûter pour pouvoir m'admirer, puis on m'offrit du café avec du fromage et de la confiture. Ensuite, je pris avec moi un seul passager, et je remontai la mèche davantage. La volupté physique de ce voyage venait d'abord de ce que le ballon était énorme et gonflé.
Mais à moi, personnellement, la passagère que j'avais emmenée causait plus de bonheur encore que le ballon. Vint le jour où nous échangeâmes les anneaux, puis celui du mariage approcha. Une semaine avant la célébration du mariage, alors qu'un joyeux frisson nuptial me pénétrait, l'idée me vint d'essayer le ballon pendant une nuit d'orage. Mais la bourrasque m'emporta, rageuse, et quand, après plusieurs heures, l'aube leva soudain son inquiétant rideau, je n'en pus croire mes yeux, sous moi coulait la mer jaune. Quand la dernière goutte de pétrole se fut consumée dans la lampe, la nacelle se posa près du rivage d'une petite île. Tous les habitants, sans exception, étaient lépreux. Les vieillards, les hommes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, tous, à l'exception de quelques petits-enfants dont la peau lisse contrastait brutalement avec les autres. C'était rugueux, grumeleux, plein d'excroissance ou de renflements et d'enflures, avec des taches mates, brunes ou rouges sales, avec des pustules, des écailles, des épaisseurs, des indurations, des abcès chroniques. Ils firent cercle autour de moi. Je me jetais sur eux en hurlant et en leur montrant le poing. Je marchais, je marchais. Je marchais en différentes directions, comme un voyageur, comme un touriste, comme un observateur, tantôt par ici, tantôt par là, de plus en plus vite, comme un homme très affairé. Mais à la fin, il n'y eut plus de place. Ayant épuisé tous les espaces défrichés, je m'enfonçais par un sentier dans le bois touffu. Ils étaient derrière moi. Je me cachais dans l'épais branchage d'un arbre. Je menais pendant 2 mois sur cette île une existence de singe, en me cachant dans le creux des arbres, dans les fourrés ou sur le faîte des palmiers. Je ne fus plus autre chose que ma peau. Je m'endormais et me réveillais avec elle. Elle était la seule. Elle était tout pour moi. Enfin, je découvris par hasard quelques bouteilles de pétrole qui provenaient certainement d'un naufrage. Je parvins à raccommoder le ballon et m'envolai. Mais quand je revis les hêtres, les pins et les yeux bien connus, que pouvais-je faire? Que pouvais-je faire, moi, avec mon corps lisse, dépourvu d'écailles et d'abcès, sans aucune protubérance? Que pouvais-je faire? Pouvais-je ainsi, tout rose, enfantin, regarder ses yeux? Puisque je ne le pouvais pas, je ne le pouvais pas. Et je quittais donc ce qui me quittait. D'ailleurs, je fus bientôt absorbée par d'autres aventures. Oui, ce ne sont pas les aventures qui m'ont manqué. Philibert doublé d'enfants.
XVIIIe siècle, un paysan de Paris eut un enfant. Cet enfant eut un enfant à son tour. Le dit enfant eut un enfant qui eut un enfant. Et le dernier enfant, devenu champion du monde de tennis, disputait un match sur le grand cours du Racing Club, dans une atmosphère très tendue et sous des tonnerres d'applaudissements. Cependant, comme la vie peut causer de terribles surprises, un certain colonel des Zouaves, assis dans le public à une tribune latérale, envia soudain les deux sportifs pour leur jeu irréprochable et passionnant, de sorte que, voulant montrer ce dont il était lui aussi capable, en présence de 6000 spectateurs et surtout de sa fiancée, il prit son revolver et tira sur la balle en plein vol. La balle creva et tomba en pièces. Les champions, privés tout à coup de leur but, essayèrent pendant quelque temps de donner des coups de raquette dans le vide, mais voyant l'absurdité de ce jeu sans balle, ils s'attaquèrent à coups de poing. Il y eut un tonnerre d'applaudissements. Et l'affaire aurait pu en rester là. Mais il y eut cette circonstance supplémentaire que le colonel, dans son excitation, n'avait pas pensé ou pas fait attention, oh, comme il faut être attentif, aux spectateurs assis dans les tribunes de l'autre côté du cours. Il avait supposé, Dieu sait pourquoi, que la balle de revolver, après avoir troué celle de tennis, s'en tiendrait là. Mais elle poursuivit sa trajectoire et atteignit au cou un riche armateur. Le sang jaillit d'une artère. La femme du blessé eut envie aussitôt de se jeter sur le colonel et de lui arracher son arme. Mais comme c'était impossible, car elle se trouvait emprisonnée dans la foule, elle se contenta d'envoyer une gifle à son voisin de droite. Elle agit ainsi parce qu'elle ne pouvait pas autrement libérer son indignation et parce que dans les recoins de son subconscient, elle pensait avec une logique toute féminine qu'en tant que femme, elle pouvait tout se permettre. Il apparut pourtant qu'elle se trompait. Oh, comme il faut toujours tout considérer dans ses calculs. Car ce voisin était un épileptique qui, bouleversé par la gifle, eut une attaque et explosa comme un geyser, secoué de frissons et de convulsions. La malheureuse se vit entre deux hommes, dont l'un saignait et l'autre écumait. Il y eut un tonnerre d'applaudissements. Alors un monsieur assis à côté, pris d'affolement, sauta sur la tête d'une dame assise au rang du dessous, laquelle résista au choc, et se précipita sur le cours en portant cet homme sur le dos. Il y eut un tonnerre d'applaudissements, et l'affaire aurait pu en rester là. Mais il s'ajouta cette circonstance, oh, comme il faudrait toujours tout prévoir, qu'à proximité se trouvait un petit Toulousain, un rêveur retraité, qui depuis très longtemps, chaque fois qu'il assistait à un spectacle, rêvait de sauter sur la tête des personnes situées devant lui et devait faire appel à toute son énergie pour résister à cette impulsion. Mu par l'exemple, il sauta aussitôt sur une dame assise plus bas, et celle-ci, une petite employée, pensant que cela se faisait, que tel était l'usage et que c'était de bon ton dans la capitale, supporta elle aussi sa charge et s'élança en s'efforçant de garder la contenance la plus naturelle. Alors la partie la plus cultivée du public se mit à applaudir avec tact pour effacer le scandale aux yeux des représentants des ambassades et légations étrangères venus nombreux au match. Mais il se produisit un malentendu parce que la partie la moins cultivée du public prit ces applaudissements pour une marque d'approbation et se mit elle aussi à chevaucher les dames. Les étrangers semblaient de plus en plus surpris. Que pouvait faire dans ces conditions la partie la plus cultivée? Elle se mit elle aussi à chevaucher les dames. Et l'affaire aurait presque pu en rester là. Mais un certain marquis de Philibert, assis dans une loge avec sa femme et sa belle famille, se sentit soudain gentleman. Il descendit au milieu du cours, pâle mais résolu dans son clair costume d'été, et demanda froidement si quelqu'un, et dans l'affirmative qui, avait l'intention de manquer de respect à la marquise de Philibert, son épouse. Ce disant, il jeta vers la foule une poignée de cartes de visite au nom de Philibert R. de Philibert. Oh, comme nous devons être terriblement prudents, comme la vie peut être dure, traîtresse, imprévisible. Un silence mortel régna.
Puis on vit s'avancer au petit trot vers la marquise de Philibert, 36 messieurs bien d'aplomb sur leurs montures féminines élégantes, nerveuses, aux attaches fines. Pas moins de 36 messieurs décidés à lui manquer de respect et à se sentir ainsi gentleman, puisque le marquis, son mari, s'était senti gentleman. Elle, d'effroi, accoucha sur le champ. Et le vagissement d'un nouveau-né retentit devant le marquis sous les sabots des femmes qui piétinaient. Le marquis, doublé d'un enfant de façon si imprévue, complété et pourvu d'un enfant au moment où il se montrait adulte, solitaire et gentleman, eut honte et rentra chez lui, tandis que s'élevait un tonnerre d'applaudissements. Le banquet. Le grand conseil tenait séance, tenait secrète séance dans l'historique pénombre de la salle aux portraits. Muets et sourds, les portraits crépusculaires contemplaient du haut des antiques cimaises les faces hiératiques des dignitaires, qui à leur tour contemplaient la silhouette vétuste et desséchée du grand chancelier. Parlant net comme à l'accoutumée, le sec et puissant vieillard ne tentait nullement de cacher sa joie profonde. Voici en effet qu'à l'issue de longs et laborieux pourparlers va se conclure l'union nuptiale du roi avec l'archiduchesse Christine Adélaïde au cours d'un banquet de cour. Néanmoins, un lancinant souci, une inquiétude, puis encore une terreur térébrante ravinait les visages racés, pleins d'usage et raison des ministres et sous-secrétaires d'État. Sur motion votée à l'unanimité, le chancelier ouvrit les débats et ce fut le silence. Un silence muet qui parut essentiellement donner le ton à la discussion qui suivit. Se mouraient les chandelles, passaient les heures. Imperturbable, le chancelier présidait au silence. De ce silence, quelle était la raison ? Nul parmi ces fonctionnaires d'État n'aurait pu ni même osé penser une pensée qui, si elle s'imposait avec une force irrésistible, se révélait être ni plus ni moins qu'un crime de lèse-majesté. Et voilà pourquoi ils se taisaient tous. En effet, comment l'avouer? Comment dire que le roi était, tant pis, que le roi était vénal,
Vénal était le roi. Le roi, oui, se vendait. Dans l'arrogance et la vilainie de son avarice proprement insatiable, le roi était vénal. Mais alors, d'une vénalité inouïe, telle que l'histoire n'en avait jamais connue jusque-là. Oui, vénal, cupide, corruptible. Voilà ce qu'était le roi. À coups d'onces et de livres tournois, le roi vendait tout simplement sa propre majesté. Tout à coup, les deux battants lourdement sculptés de la porte s'ouvrirent avec fracas pour laisser passer la personne du roi, Gnouillon Ier. Le souverain donna d'abord libre cours à la joie de voir aboutir ses noces avec la jeune archiduchesse et tint à exprimer à tous sa confiance inébranlable, fortifié par l'espérance où il était que son auguste personne gagnerait l'amour d'une fille impériale. Il ne laissait pas pour autant de mettre en relief le fardeau des responsabilités qui écrasaient ses épaules. À ces mots, il passa dans la voix du roi quelque chose de tellement cupide que le conseil frissonna de dégoût au milieu de l'absolu silence. Les doigts du souverain tambourinaient de façon significative, tandis que sa déclaration prenait un tour de plus en plus confidentiel. Il n'y avait plus de place pour l'ombre de doute. Il s'agissait d'un pot de vin, oui, d'un pot de vin que ce prince, vénal s'il en fut, exigeait en échange de sa participation au banquet. Comment empêcher le roi, mis en fureur de cette revue, refuser son pot de vin, de provoquer un scandale en plein banquet? Comment défendre le roi contre Gnouillon? Lorsqu'à 4 heures du matin, le conseil unanime offrit sa démission, le chancelier la refusa, prononçant en revanche ces paroles mémorables. Ce qu'il nous faut, messieurs, c'est contraindre le roi au roi, emprisonner le roi dans le roi, enclore le roi dans le roi. C'est dans cet esprit que le chancelier donna des ordres, prit des mesures, et voilà pourquoi le banquet, qui eut lieu le lendemain dans la galerie des Glaces, miroita de toutes les splendeurs imaginables. Reposant son auguste main sur le pommeau de l'épée royale, le roi tendit son autre main à l'archiduchesse Christine Adélaïde et la conduisit à la table du banquet. Mais qu'est-ce à dire? Quel est ce tintement ténu, léger, à peine perceptible et pourtant perfide qui arrive aux oreilles du chancelier en même temps qu'à celles de ses ministres, comme si quelqu'un s'amusait à faire sonner des sous, à faire tinter dans sa poche quelques petites monnaies de cuivre. Que se passait-il donc? Gnouillon Ier plaça son gros derrière de rustre au bord du tabouret royal, et à peine fut-il assis que l'assemblée entière s'assit mêmement. Le roi approcha sa main royale de la fourchette, saisit la fourchette, à sa bouche porta le premier un morceau de rôti, et à l'instant même, les ministres, le haut clergé, les généraux et la cour portèrent également à la bouche leur premier morceau, cependant que le jeu des miroirs répétait ce geste à l'infini. Saisi de peur, Gnouillon s'arrêta de manger. Aussitôt, l'assemblée entière de même s'arrêta, et voilà que l'acte de non-manger se révélait plus puissant que l'acte de manger. Soucieux d'interrompre le non-manger, Gnouillon porta alors son hanap à ses lèvres,
en sorte qu'aussitôt chacun leva son hanape jusqu'à ses lèvres en un toast tonitruant, qui 1000 fois répété éclata et plana dans les airs, au point que Gmouillon s'empressa de poser sa coupe. Tous aussitôt s'empressèrent de poser leur coupe. Saisi de panique, le roi but une autre gorgée. Une fois encore, le son perfide, un tintement bas, à peine audible, caractéristique de la menue monnaie remuée dans une poche, parvint aux oreilles du chancelier et du conseil tout entier. Une fois encore, le son perfide retentit, tellement distinct que Gmouillon l'entendit, et l'on vit la vipère de la cupidité ramper sur sa face vulgaire de camelot de marché aux puces. Ce n'était jamais que pour de misérables petites sommes en liquide qu'il était prêt à rouler jusqu'au fond des enfers. Oui, les pourboires étaient pour lui ce que sont les saucisses pour les chiens. Ayant perçu le son bien connu, si doux à ses oreilles, le roi Gmouillon reposa sa coupe et, oubliant dans sa bêtise infinie la création entière, il se pourlécha les lèvres subrepticement. C'est du moins ce qu'il croyait. Le pourléchage royal éclata telle une bombe face au banquet qui devint écarlate de honte. Que faire? Comment réagir? L'on vit alors lentement glisser une sinueuse et mince langue de vieillard. Le chancelier venait de se pourlécher. Il venait de se pourlécher, le chancelier de l'État. Et d'un bout à l'autre de l'immense table du banquet, tous finirent par se pourlécher, sous le mystérieux scintillement des lustres, tandis que le jeu des miroirs répétait ce geste à l'infini, le baignant dans ses glaciales perspectives. Alors le roi, furieux, et voyant qu'il ne pouvait plus rien se permettre, puisqu'on singeait le moindre de ses gestes, se leva et repoussa la table avec violence. Mais déjà se levait le chancelier, et à l'instar du chancelier, l'assemblée entière se leva de table. En fait, le chancelier n'hésitait plus. Le chancelier avait décidé de lancer le banquet dans un combat dont l'enjeu était la dignité même de la couronne. Le banquet se devait d'imiter et de répéter sans défaillance, non seulement ceux des gestes du roi qui s'y prêtaient, mais précisément et avant tout les gestes du roi qui ne souffraient pas l'imitation. C'était la seule manière de transformer les gestes royaux en archi-gestes. Le roi s'arracha de la place d'honneur au haut bout de la table, le banquet s'en arracha mêmement. Le roi fit quelques pas, les convives l'imitèrent. Le roi se mit à tournicoter, les convives l'imitèrent. Soudain, Gmouillon s'élança. Gesticulant, en proie à une indicible panique, il s'attrapa le cul à deux mains et, sans réfléchir davantage, commença de filer, fuyant, se hâtant de laisser loin derrière lui, très loin, tout cet archi-royaume. Les convives s'aperçurent que le roi, leur roi, était en train de fuir. Un instant encore, et le roi aurait bel et bien fui. « Suivons-le » hurla le chancelier. Le roi filait au milieu de la chaussée, suivi à une vingtaine de pas par le chancelier, lui-même poursuivi à toute allure par le banquet et par le bal. Et voyez le génie sans limite de cet archi-homme d'État, qui une fois de plus se révéla dans son archipuissance. Oui, car voici que la fuite honteuse du roi devient une charge d'assaut, et l'on ne saurait plus distinguer si le roi est en train de fuir ou si le roi galope droit devant lui. Héritier d'immenses domaines, fleurons des plus illustres familles, les voilà qui filent aux côtés des officiers d'état-major, dont le galop se joint au trot des tout-puissants ministres, aux maréchaux, aux chambellans et à la fleur des dames de la cour. Tous ventre à terre. Du château, on entendit tonner une salve d'artillerie, et le roi s'élança à la charge. Le roi chargea, archi-chargeant à la tête de son illustre escadron, l'archi-roi archi-roula dans les ténèbres de la nuit.
Violet Bunbury. Je décidai, pour diverses raisons personnelles, d'entreprendre un voyage en mer. C'était une belle goélette 3-mâts. Le capitaine Clark, un loup de mer boucané, me dit avec simplicité « Bienvenue sur le Bunbury, sir ». Le jour même, au début de la soirée, il se produisit un accident fort curieux. L'un des matelots, nommé Dick Artis, avala par mégarde le bout de mince cordage qui pendait au mât de misaine. Par l'action vermiculaire de son tube digestif, Artis se mit à engloutir avec violence le dit cordage, et avant même qu'on ait pu tenter quelque chose, il se vit, tel un wagonnet de téléphérique, hissé jusqu'au sommet, effrayant, avec sa gueule grande ouverte. La nature vermiculaire de son tube digestif se révélait d'une telle force qu'il n'y avait plus moyen de le faire descendre.
C'est en vain que ses camarades se suspendirent à lui, 2 à chaque pied, en tirant dessus. À l'issue de conciliabules prolongés, le premier lieutenant, répondant au nom de Smith, eut la bonne idée de recourir au vomitif. Mais là surgit un nouveau problème. Comment faire pour introduire le remède dans un gosier entièrement bouché par le cordage? Finalement, après des conciliabules encore plus laborieux que les précédents, on se borna à agir sur l'imagination par le seul truchement des yeux et du nez. Sur ordre de l'officier, un des matelots grimpa jusqu'en haut du mât et présenta au patient une botte de queue de rat proprement coupée. Le malheureux la contemplait de ses yeux écarquillés, mais lorsqu'on posa auprès des queues une petite fourchette, il se souvint des interminables spaghettis de son enfance et descendit en glissant jusqu'en bas à une telle vitesse qu'il manqua de se briser les jambes. La navigante fantaisie du capitaine est bien exubérante. Ce matin, je me tenais à l'avant lorsque j'ai remarqué un animal inconnu, de la grandeur et de la forme d'un tamanoir. Avançant une langue longue et mince comme un ruban, il s'efforçait de lécher un bout de bois flottant à quelques mètres. Alors j'ai dirigé mes pas vers la poupe, mais là, pour changer, pullulaient les huîtres, ce genre de limaces qu'on avale encore vivantes et qui crèvent, dépouillées de leurs coquilles, dans la sombre caverne de notre estomac. Nul ne saurait être dévoré plus vif qu'elles, elles qui ne craignent rien autant que le citron, avoir peur d'un citron. Aussi me suis-je détournée de la mer pour jeter un coup d'œil sur le pont, mais là, l'un des matelots venait justement de poser son balai. Il levait la jambe et se grattait le talon, tout à fait comme un chiot qui fait pipi contre un buisson. Finalement, il a fallu que, prétestant l'humidité, j'aille une fois de plus m'enfermer pour quelques heures dans ma cabine. Il est urgent de faire preuve d'un tact infini. On a le droit de s'étonner de rien. On ne peut manifester le moindre étonnement. S'étonner serait une chose absolument déplacée, car ici, tout est comme ça. Oui, tout est comme ça. Et moi, je ne suis nullement fondée à m'étonner. Et si l'on me jette par-dessus bord, je ferai le saut, sans étonnement. Dans ces conditions, s'étonner serait sans aucun doute un faux pas, une gaffe de taille. En tout cas, il faut être circonspect, éviter toute scission, se mouvoir avec une extrême prudence, car l'ennui nous oppresse et le soleil tape dur. Le gros temps dégénéra en tempête. La goélette tanguait comme une balançoire. Au bout de 26 heures, le tangage cessa, mais je choisis de ne pas sortir sur le pont. Sans aucun doute, il y avait eu une émeute, ou sinon émeute, quelque chose d'approchant, et j'estimais plus sage de rester chez moi tant que je ne saurais pas avec certitude ce que j'allais trouver dehors. Je fermais ma porte à double tour et la barricadais avec l'armoire. Je gardais dans un coin un paquet de biscuits et 11 canettes de bière. Au petit jour, je me risquais à entr'ouvrir ma fenêtre, mais reculais aussitôt et baissais le store, en couvrant le tout pour plus de sécurité avec mon par-dessus. Ce que j'avais vu confirmait ma décision de ne pas quitter ma cabine, tant qu'il ne forcerait pas ma porte. Et voilà, ça va faire le 4e jour que je ne bouge pas de mon coin, bien que les biscuits soient sur le point de s'épuiser. Le bateau, ce me semble, avance de plus en plus vite, mais sans le moindre roulis, glissant comme une barque sur l'étang. Quant à la lumière qui filtre à travers les fentes, elle devient sans cesse plus claire et plus distincte. Nul doute là-dessus, mettant à profit la force du vent, les mutins ont mis le cap sur l'inconnu des mers tropicales. Quant à moi, je préfère ne point deviner à travers quel genre de vers éclatants, vers quels archipels fantastiques cingle ce bateau porté par les courants sous-marins. Et j'aimerais mieux ne pas entendre les hurlements de frénésie débridée dont l'équipage est en train de saluer tous ces colibris, ces perruches,
et autres signes dans le ciel et sur la terre qui lui annoncent une grande fête, une nouba aussi éclatante que prochaine. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne souhaite ni chaleur, ni luxe, ni faste. Et je préfère éviter de sortir sur le pont, craignant de voir ce qui était jusqu'à présent imprécis, voilé et à peine formulé, en train de s'étaler dans toute son impudence parmi les plumages de paon, les lueurs rutilantes. Car dès le début, tout était à moi, et moi j'étais exactement pareil à tout. L'extérieur est un miroir où vient se réfléchir l'intérieur.